les modèles paternalistes en prévention ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, c'est de se mettre à la place de l'individu, de comprendre son mode de vie global et d'essayer de lui apporter petit à petit des conseils extrêmement individualisés, extrêmement pertinents. Le conseil qu'on va donner à une mère de famille qui a sa vie professionnelle qui est très importante pour elle, mais qui ne veut pas non plus délaisser, perdre sa vie familiale et qui veut également garder une vie personnelle à soi, ça ne va pas du tout être les mêmes concernant le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress que une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est en pleine dans les études pour qui la priorité, c'est les études avant tout. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Saviez-vous qu'un grand nombre de maladies comme les AVC, le diabète et même 40% des cancers pourraient être évités grâce à une approche préventive de la santé ? C'est la philosophie de notre partenaire Zoï qui propose un parcours médical complet pour mieux comprendre son corps et agir avant l'apparition des déséquilibres. En 4 heures, dans leur centre parisien, vous réalisez un check-up ultra complet de 200 biomarqueurs et de 35 examens de pointe. Un médecin établit alors le mode d'emploi de votre corps et vous fournit un plan d'action sur mesure. L'application Zoï prend ensuite le relais et vous accompagne au quotidien à travers des recommandations concrètes sur votre alimentation, votre sommeil, la gestion de votre stress ou votre activité physique. Ce parcours, certes, représente un investissement, mais sur ce que l'on a de plus cher, notre santé. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site zoï.com, zoi.com. Et si la médecine de demain ne cherchait plus seulement à ajouter des années à la vie, mais à redonner de la vie aux années ? Alors que la longévité est souvent abordée sous l'angle d'une course technologique effrénée, certains praticiens choisissent de remettre l'humain, l'écoute du corps et la conscience au centre du soin. C'est le cas de mon invité du jour, chercheur en intelligence artificielle, mais aussi interne en médecine vasculaire à l'AP-HP et engagé pour une start-up pionnière en prédiction santé, Zoï, afin de porter une vision profondément préventive de la médecine. À la croisée des savoirs scientifiques, médicaux et technologiques, il développe une vision intégrative et humaine de la prévention, une médecine qui éclaire, qui accompagne et qui transforme durablement. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Alaeddine, je l'ai bien dit. C'est parfait. Alaeddine Benami, bonjour. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Avec plaisir, ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors on ne vous appelle pas tout à fait docteur, hein, vous serez docteur en médecine dans très peu de temps. Hein, on l'espère. Voilà. Je le disais en introduction, vous êtes aujourd'hui interne et votre parcours est vraiment à la croisée, on l'entend dans cette introduction, à la croisée de plusieurs disciplines. Qu'est-ce qui finalement vous a amené à faire de la santé préventive, hein, on va en parler longuement dans cet épisode, et vous vous intéressez peut-être aussi à la longévité, parce que vous êtes, alors on sait que les médecins font de longues études, mais vous êtes quand même assez jeune. Tout à fait. Alors attention, la longévité, c'est, on l'entend souvent comme vivre plus longtemps. Oui. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vivre mieux au jour le jour. Oui. Mécaniquement, en vivant mieux au jour le jour, on augmente son espérance de vie en bonne santé, qui est vraiment celle qui compte. Ce qui m'a amené vers la médecine, c'est le côté plus utilitariste. C'est-à-dire que, au bout de quelques années, 50, 60 ans, commencent à apparaître les premières pathologies. Des pathologies qui amputent notre qualité de vie au jour le jour. Mmh. Quand on est diabétique, il y a un avant-après. Quand on est hypertendu, il y a un avant-après. Mmh. Quand on a fait un petit AVC, il y a un avant-après. Et ces maladies, elles se développent dans le temps long, et elles sont symptomatiques, elles posent problème après 20, 30 ans de développement. Mmh. Le seul moyen qui existe aujourd'hui d'adresser ces pathologies, et donc d'optimiser cette qualité de vie à 50, 60 ans, c'est la prévention.
Et donc c'est ça qui vous intéressait? Exactement. En fait, moi, je me suis dit vraiment, pendant toutes vos études de médecine. C'est trop triste. C'est trop triste. Je me souviens, mon premier stage, c'était le stage qu'on fait avec les infirmiers quand on commence la deuxième année de médecine. J'arrive à l'hôpital et je vois des gens jeunes, 50, 60 ans, 70 ans, mais théoriquement en pleine forme, qui arrivent avec des pathologies qu'on aurait pu prévenir. Et on sait, pendant ma première année et pendant mon enfance, on me dit en France, c'est incroyable, on a une espérance de vie de 80 ans. Oui. Moi, je m'imaginais que jusqu'à 80 ans, on est en pleine forme, on pète le feu, on fait tout ce qu'on veut. Et cette réalité qui s'impose à nous m'a amené à me dire il faut absolument qu'on commence à faire de la prévention et qu'on popularise, qu'on rende ça accessible, le plus accessible possible. D'ailleurs, vous êtes spécialiste en médecine vasculaire. On connaît peut-être un peu moins cette discipline. Qu'est-ce qu'elle recouvre finalement ? C'est une discipline magnifique. Ouais. C'est une jeune discipline. La médecine vasculaire est devenue une spécialité à part entière il y a 5 ans maintenant. Et c'est vraiment la création de cette spécialité vient du fait que la première cause de morbimortalité dans le monde, donc morbi, ça ampute l'espérance de vie en bonne santé, mortalité, ça ampute l'espérance de vie tout court. La première cause dans le monde, ce sont les maladies vasculaires, c'est-à-dire les vaisseaux du cerveau qui vont pas bien, qui font des AVC, les vaisseaux du cœur qui vont pas bien, qui font des infarctus, les vaisseaux du rein qui vont pas bien, qui font des dialyses, des maladies rénales chroniques, des vaisseaux des jambes qui vont pas bien, des artérites. Oui. Et qui peuvent cacher d'autres choses derrière, évidemment. Exactement, exactement, parce que quand vous avez un vaisseau qui va pas bien, il y en a forcément d'autres qui vont pas bien non plus, et donc des atteintes d'organes. Oui. Et donc, c'est ressenti le besoin de développer une spécialité qui s'intéresse à ces vaisseaux-là, de la tête aux pieds, que ce soit les artères, les veines, les vaisseaux lymphatiques, la microcirculation, c'est-à-dire les tout petits vaisseaux qui sont au sein de presque collés aux cellules, pour développer une expertise là-dessus. Et aujourd'hui, on a des médecins vasculaires dans le libéral qu'on peut aller voir pour traiter les varices, traiter les jambes lourdes. On les appelle les médecins vasculaires. Exactement. C'est ça. Oui, c'est encore assez méconnu. Oui, tout à fait. Donc c'est intéressant parce que celles et ceux qui nous écoutaient, vous nous direz d'ailleurs si vous connaissiez cette spécialité, ça m'intéressera de savoir. Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi, à un moment donné dans votre parcours de médecin, je me souviens, moi j'ai beaucoup interviewé à l'époque, il est mort maintenant, David Servan-Schreiber, et qui disait que quand il enseignait à des étudiants de médecine, ils sont très ouverts en fait les premières années pendant leurs études. Et puis quand ils arrivent vers la fin de leurs études de médecine, ils sont déjà dans un tunnel et ils sont plus tellement intéressés par la nouveauté, voilà, parce que c'est dur, des études de médecine, on le rappelle quand même. Il y a beaucoup aussi d'étudiants de médecine qui sont en souffrance. Ils sont dans leur tunnel, ils sont dans leur spécialité, et finalement, il y a peut-être une curiosité peut-être moins importante à ce moment-là. Et alors vous, c'est pas le cas, parce que vous vous intéressez à plein de choses. Qu'est-ce qui a fait que pendant votre cursus de médecine, vous avez eu aussi peut-être d'aller un cran plus loin, de vous intéresser à l'intelligence artificielle, à la recherche, à d'autres secteurs? C'est très simple, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est beaucoup les rencontres. Oui. C'est-à-dire que je me souviendrai toujours du premier cours de la deuxième année de médecine. Donc vraiment, le lundi matin, on arrive, on a de 8h à midi un cours. Je me souviens très bien de ce que c'était l'électrophysiologie cardiaque. Et on a ce professeur Arnal, Jean-François Arnal, qui à la fin du cours dit donc ça c'est votre premier cours de médecine, mais si vous voulez faire de la recherche, venez me voir. Il y a cette école qui s'appelle l'école de l'INSERM qui cherche des étudiants. Et on a été une petite dizaine à aller le voir à la fin du cours, et tout a commencé de là. Le monde de la recherche s'est ouvert, donc on est rentré dans ce qui est la biologie cellulaire, moléculaire, puis je me suis rendu compte que en fait, la data, et donc les données qu'on génère ont un potentiel vraiment de transformer la manière dont on dépiste, diagnostique et traite les pathologies. Donc, je suis allé vers l'IA, mais c'est vraiment les rencontres. Et je voudrais rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai. Les études de médecine sont très lourdes, assez complexes. Je pense que les gens qui ont des proches en études de médecine, moi je parle beaucoup avec ma mère et avec les amis de ma mère qui ont des enfants en
en études de médecine, on voit que c'est un véritable tunnel hermétique. Et donc, si on pouvait profiter de ce podcast pour dire, bon, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en difficulté dans les études de médecine, vous n'êtes pas seul. Il y a dans vos facultés, dans vos hôpitaux, des interlocuteurs qui peuvent vous aider, vous accompagner dans les difficultés. Moi, j'en ai eu, comme tout le monde. Oui. Et à chaque c'est fois, bien de le signaler. il y a des oreilles attentives qui peuvent vous aider à traverser ces passes difficiles. La médecine, c'est compliqué. Oui, c'est complexe. Alors évidemment, dans cette émission, on va reparler des check-ups, on va voir ce qu'on peut faire, on va reparler des zones bleues, qu'est-ce qui fait qu'on se maintient longtemps en bonne santé. Avant ça, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à la longévité au départ? Quel est le poids de la génétique, l'épigénétique? Quel est le poids aussi, évidemment, de nos modes de vie, de notre hygiène au quotidien? Démêlez-nous un petit peu tout ça. Ouais, alors là, vous posez la grande question. La grande question, excusez-moi. Non, mais on est là pour ça. Donc, je vous propose de les découper en petits morceaux. Oui. Et d'abord de bien définir les termes. Parce que si on est d'accord sur les termes, après, on se comprend. Et longévité, qu'est-ce que vous entendez par ça? Alors, longévité, c'est vraiment ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire être en bonne santé. En fait, c'est pas forcément vivre longtemps. Évidemment, on cherche à vivre le plus longtemps possible, mais c'est être bien au quotidien. Okay. C'est ce que vous expliquiez au début de cette interview. On a passé beaucoup de temps à travailler justement sur ce qui se cache derrière vivre bien au quotidien. Quel terme vous employez, vous, en fait, pour ça? Vivre mieux. Vivre mieux. Donc, on peut employer celui-là. Si ça vous convient. Très bien. C'est ce qui se cache derrière vivre mieux, parce que le diable est dans les détails. Je vous propose de le définir ensemble. Il y a deux choses. Il y a une grande partie physique, c'est-à-dire ne pas être limité au quotidien par des douleurs articulaires, par de la fatigue physique, ne pas avoir de limitation d'activité. Donc ça, c'est le côté vraiment corps. Mais une grande partie du vivre mieux, c'est dans la tête. C'est le côté mental. Donc le côté mental, il y a trois choses. Quand vous dites mental, c'est psycho-émotionnel, on pourrait dire aussi? C'est tout ce qui n'est pas physique. Et donc vous avez trois choses là-dessus. Vous avez le côté cognitif, les performances cognitives, c'est-à-dire je vais être capable de me concentrer, d'avoir cet hyper-focus si utile pour accomplir ce que je souhaite accomplir dans la journée, que ce soit côté professionnel, mais aussi côté personnel. Moi, les dimanches, j'ai une grosse liste de choses à faire pour m'occuper de la maison. J'ai intérêt à être focus pour rien oublier, parce que sinon, la semaine, il faut que je rattrape. Donc ça, c'est le côté vraiment cognitif. Vous avez le côté émotionnel, ce dont vous parliez, la gestion de l'humeur. On est tous en sinusoïdal. Parfois, ça va très très bien, parfois, ça va beaucoup moins bien. Comment je fais pour que la courbe n'aille pas dans des extrêmes, et qu'on reste relativement stable, qu'il y ait des variations, mais que ce soit des variations contrôlées? Comment je fais pour gérer les périodes de stress, d'anxiété? Comment je fais pour réduire mon anxiété anticipatoire, de choses qui vont se passer dans le futur, mais aussi comment je fais pour réduire mes réminiscences, ce qui s'est passé dans le passé. Faire en sorte de vivre dans le présent. Et puis vous avez une dernière partie qui est un peu plus difficile à définir, que vous définiriez peut-être mieux que moi, c'est comment appliquer ma force de volonté, c'est-à-dire comment utiliser mon libre arbitre, comment faire en sorte que le gap entre la personne que je voudrais être et la personne que je suis se réduise. Et donc, si on arrive à atteindre toutes ces parties-là... Genre qui j'ai envie d'être, en fait. Exactement. C'est-à-dire, je vais me lever le matin, je vais faire plein de choses, j'ai envie de sortir, de faire du sport, d'aller voir mes amis, etc. Et ben, après le déjeuner, quand j'ai le coup de barre, comment je fais pour garder cette envie-là et effectivement aller faire du sport, aller voir mes amis, etc. Comment dépasser mon cerveau reptilien qui m'envoie des signaux, de... Donc, est-ce que vivre mieux, c'est un peu ce que vous aviez en tête? Oui, c'est ce que j'avais en tête. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette volonté dont vous parliez, j'entends deux choses. Il y a une volonté qui peut être à nouveau très cognitive, très mentale, c'est-à-dire j'y vais un peu à la force du poignet, etc., vaille que vaille. Et puis, il y a cette volonté qui vient vraiment de l'élan de l'être, qui est plus un désir, finalement, de ce qui me met en joie, de ce qui me fait bouger, qui est un peu différent, en réalité. Exactement. Il y a une partie, c'est vraiment l'élan vital, ça vient des tripes, c'est ce qui nous pousse à être en vie.
Il y a l'autre partie qui est plus intellectuelle, ok, j'ai une difficulté, je vais persévérer, je vais me dépasser, je vais pas me laisser abattre. Ça, c'est vous avez tout à fait raison, il y a cette subtilité-là. Et peut-être une bonne dose des deux, finalement, serait la meilleure. Exactement. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis de toutes ces parties-là? La réponse est non, et vous avez raison. On est tous avec une génétique différente. Surtout, on est tous avec un environnement différent. De manière très très simple, les hommes et les femmes ne sont pas à égalité sur les maladies cardiovasculaires. Oui. Donc, c'est plus sur la partie physique. Mais pendant très longtemps, les femmes ont une protection oestrogénique par rapport aux maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est ce que j'ai appris assez récemment qui m'a frappé un petit peu. On m'a toujours dit ça, mais en fait, on oublie de dire qu'il y a un rattrapage après. Bien sûr, avec la ménopause. À partir de la ménopause, les courbes se réalignent. En fait, il y a un vrai enjeu sur la santé des femmes. Et vous avez je ne sais pas si vous avez accueilli ou échangé avec Claire Mounier, qui a lancé le projet Le Buste du cœur des femmes. Oui. Elle fait du dépistage ciblé sur cette population côté cardiovasculaire, parce qu'effectivement, il y a un rattrapage derrière qui passe souvent à la trappe. Oui, et puis on sait qu'elles ont été aussi moins étudiées, parce qu'à toute une époque, on le sait, il y avait plus d'hommes médecins et qu'en fait, on prenait aussi comme cas d'école plutôt des hommes. Absolument. Et la féminisation de la médecine est une excellente nouvelle. Oui, donc ça vous voyez d'ailleurs les choses évoluer à ce niveau-là, vous de votre côté? Oui. D'ailleurs, je les ai vues évoluer parce que j'ai commencé médecine à une époque où il y avait beaucoup, c'est toujours le cas, mais il y a quasiment que des chefs de service hommes. Dans les services, ceux qui avaient les plus hauts postes étaient des hommes. Moi, j'ai assisté, je me souviendrai de certains services où le vrai chef reconnu, c'est-à-dire la personne qui faisait tourner le service au quotidien, était une femme. Oui. Mais sur le papier, côté académique, etc., c'était un homme. Et c'est moins pire on parlait de génétique tout à l'heure. Vous savez que la personne qui a découvert l'ADN, c'est une femme, c'est Madame Franklin, et qu'on lui a volé sa découverte. Ses supérieurs hommes ont volé, et c'est eux qui ont eu le prix Nobel. Mais c'est bien, mais je vous remercie de la réhabiliter aussi. Alors vous travaillez, vous conseillez aussi une start-up, Zoe, je le disais en introduction, qui fait de la recherche sur ces sujets-là et qui permet de faire des check-ups. Vous voyez plus de femmes ou d'hommes qui font des demandes, ou c'est à peu près à parts égales? Non, sur l'intérêt, non. On le voit même sur le côté... donc on voit les gens qui viennent sur le site. On a malheureusement plus d'hommes que de femmes qui s'y intéressent. Vous avez des hommes qui viennent au cabinet poussés par leurs femmes. Donc, ils n'ont pas envie de venir, de faire de la prévention, de s'occuper d'eux. C'est leur femme qui vient et qui les pousse et qui s'occupe, qui donne les documents, qui connaît le dossier mieux que le monsieur. Maman. Comme une maman. Et la dame, quand on lui demande, bon, et vous, madame? Oui. Ah ben non, elle ne s'occupe pas d'elle. Elle ne se sent pas concernée, tout Exactement, va bien. Exactement. Ouais, donc ça, faut que ça change. Il faut que ça change, il faut absolument que ça change. Il y a un vrai enjeu de santé publique sur la santé des femmes. Je trouve ça inacceptable. Alors peut-être aussi, puisqu'on parlait de cette égalité, quel est l'impact de nos modes de vie concrètement sur nos marqueurs en termes de mieux vivre au quotidien? Qu'est-ce qu'on a vu évoluer? Parce que là, vous êtes au fait des dernières avancées sur le sujet, parce que ça, c'est vraiment intéressant. J'avais le week-end dernier les 90 ans de mon oncle et ma tante, et on partageait avec mes cousins qui sont évidemment de ma génération, que c'est une génération qui est plutôt en forme, et c'est une génération, guerre ou après-guerre, qui n'a pas tellement connu les pesticides, en fait, étant jeune. Oui. Cette génération-là, contrairement, finalement, à la suivante. Oui. Écoutez, là, pareil, vous soulevez une question absolument fondamentale. Donc, on parlait tout à l'heure de ce qui se cachait derrière mieux vivre. Si vous voulez, on peut commencer sur le côté physique. Donc, effectivement, on va essayer d'aller trouver des marqueurs qui sont prédictifs du développement de pathologies. Pour tout ce qui est... donc la première cause de pathologie, c'est le cardiovasculaire. La deuxième, c'est l'oncologie. Oui. Et ensuite, on a des infections, tout ce qui est pulmonaire, le rein, etc. Sur ces marqueurs de pathologie, quand on compare, quand on observe l'impact de notre mode de vie, de vie urbain,
hyper sédentaires, très connectés, on a à chaque fois un impact qui est plutôt négatif. Ça veut dire que quand on va voir, par exemple, sur le côté cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol pour les pathologies cardiovasculaires, qui est un marqueur prédictif d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire on sait que quand on a 40 ans et qu'on a un cholestérol LDL qui est au plafond, on a plus de risques de faire un événement 20 ans plus tard que quand on a un cholestérol contrôlé. Et ben, sur ce marqueur-là, les chercheurs ont fait quelque chose de très très simple. Ça a été publié dans le Lancet d'épidémiologie en 2017. C'est une étude vraiment impressionnante où des chercheurs sont allés chercher en Amérique du Sud une population qui est complètement isolée et donc qui n'a pas accès, comme vous dites, aux pesticides, aux expositions environnementales, à la pollution, aux microplastiques, aux nanoplastiques, qui sont un vrai sujet. Qui ne sont pas sédentaires. Pas de perturbateurs, comme vous dites. Pas de perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, pas de poisse, pas de poêle à frire, etc. Ouais. Attention, je ne veux pas vendre ça comme si c'était le paradis. Non, on n'est pas dans une image d'Épinal, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont quand même préservés encore du mode de vie occidental dans ce qu'il a de négatif. Notre mode de vie occidental a beaucoup de choses positives. On y reviendra. Il faut en parler. Quand ils vont voir ces marqueurs de longévité, comme vous dites, c'est-à-dire le LDL cholestérol, la CRP pour tout le côté inflammation, la CRP ultra sensible, quand ils vont aller voir la glycémie. Alors la CRP, on le précise, c'est un marqueur d'inflammation, quel que soit le type d'inflammation. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un marqueur très fort. Alors il y a plusieurs marqueurs d'inflammation. Il y a le CRP, le fibrinogène. Je crois qu'ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup de marqueurs. CRP ultra sensible, c'est le marqueur le plus reconnu. D'accord. Et le plus large, qui brasse le plus large en termes d'inflammation. Quand ils vont voir ces marqueurs-là, force est de constater qu'on a quasiment, ça dépend du marqueur, mais on a quasiment 2 fois plus de risques que cette population-là sur la pathologie cardiovasculaire et la pathologie métabolique. Donc ça appelle à la prudence. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Mais après, on pourra parler des nanoplastiques et des microplastiques. C'est un risque relatif sur les plaques carotidiennes de 4. C'est-à-dire que les gens qui ont du plastique dans les plaques carotidiennes ont 4 fois plus de risque de faire des AVC que des gens qui n'en ont pas. Ça, c'est une étude du New England très sérieuse d'une équipe italienne de l'année dernière. Et ces nanoplastiques, rappelez-nous comment est-ce qu'on les ingère ? Alors, c'est vraiment l'exposition, c'est-à-dire les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre avec un bouchon peint à l'acrylique ou des bouchons en plastique. C'est la conservation, quand on conserve par exemple notre viande dans des sachets en plastique. C'est quand on a des Tupperware en plastique plutôt qu'en verre. Donc c'est les sources principales. Sachant qu'il y a beaucoup de fabricants de plastique qui ont enlevé le bisphénol, mais ce qui n'a pas enlevé le plastique lui-même. Non, exactement. C'est ça qu'on retrouve. En fait, il faut être raisonnable. Le plastique, c'est une transformation du pétrole. Enfin, c'est de la pétrochimie pure et dure. On peut enlever une molécule par-ci, une molécule par-là, parce que pendant 20 ans, on s'est battu contre les lobbyistes pour faire en sorte de l'enlever, mais en fait, il en reste 20 autres. Alors d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, moi, c'est un peu trop tard, c'est-à-dire que j'ai consommé de l'eau en bouteille, j'ai fait réchauffer mon déjeuner du midi dans du plastique, etc., emballer des sandwichs dans ceci, cela. Comment je peux faire en fait pour rétro-pédaler ? Forcément, c'est parce qu'on ne veut pas alerter non plus, inquiéter les gens en disant c'est trop tard. Je suis ravi que vous en parliez parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Là, on revient sur l'épigénétique. Exactement. Il vaut mieux savoir tôt que subir tard. Et moi, à chaque fois que j'ai vu dans les services hospitaliers des gens qui ont fait des événements, etc., ils m'ont jamais entendu j'aurais préféré ne pas savoir. Donc, première chose, savoir, c'est bien, à condition que ce qui en sorte soit positif. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir de stress, d'anxiété générée par ça. Au contraire, on doit avoir des actions positives. La bonne nouvelle sur l'étude dont je parlais du New England sur les microplastiques, c'est que quand même, sur la moitié de la population qu'ils ont étudiée, il y a des gens qui n'ont pas de microplastiques dans leurs plaques. Donc, ils ont des plaques dans les carotides, donc ils ont
de l'athérosclérose, ils ont du cholestérol élevé, mais ces gens-là n'avaient pas de microplastique. Donc c'est possible. Et ce qui est bien, ce que vous dites, c'est qu'on peut le voir si on est pollué au microplastique. Alors non, là ils l'ont fait sur de l'anatomopathologie, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la chirurgie de la carotide, ils sont allés voir au microscope électronique. Donc là on ne peut pas le faire, donc on ne peut pas forcément le savoir. Non. Alors voilà ce qu'on peut faire. On peut faire un auto-audit. On peut se dire, ok, dans mon environnement, chez moi, qu'est-ce que j'ai comme plastique ? Est-ce que je bois de l'eau filtrée ou pas ? Est-ce que je bois de l'eau en bouteille ou pas ? Vous savez qu'il y a eu, que c'est sorti là il y a quelques mois sur le taux de plastique et de microplastique dans l'eau en bouteille. Est-ce que j'emballe mon sandwich dans du plastique ou pas ? Est-ce que mes Tupperware sont en verre ou en plastique ? Est-ce que, en fait, je fais un auto-audit et je vois dans mon environnement, dans celui de mon mari, de mes enfants, de ma femme, où est-ce qu'on en est ? Et puis, progressivement, j'essaie de réduire. Sachant qu'il y a maintenant, mais il y a comment on a été élevé. Parfois, certains n'ont pas le souvenir si leurs parents sont morts. Ouais. Qu'est-ce qu'on buvait à la maison ? Comment est-ce qu'on emballait ? Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand même, il ne faut pas oublier que notre corps a une capacité de détoxification absolument phénoménale. Vous savez, on a vécu dans la jungle pendant plus de 200 000 ans. On a en tant qu'Homo sapiens, alors je ne parle même pas de l'héritage qu'on a de nos ancêtres. On a notre organisme principal qui détoxifie, c'est le foie. C'est un organe gigantesque, complètement surdimensionné d'ailleurs par rapport aux besoins de notre mode de vie occidental, et qui a une capacité de régénération qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire, il faut se rendre compte, on n'a pas, dans l'évolution, on n'a pas développé la capacité de régénérer du cœur, on n'a pas développé la capacité de régénérer du cerveau, très peu, qui sont quand même des organes importants. Pourtant, le foie, on l'a priorisé, et on arrive à le régénérer. Il est souvent le parent pauvre. On parle de la reconnaissance. De la reconnaissance. On parle beaucoup du cœur, comme vous dites, etc. Alors que c'est un organe extraordinaire. Alors chez Zeuil, bichonnez votre foie. Exactement. Faites attention. Bouillotte chaude parfois aussi sur le foie. Il aime bien la chaleur à le foie. Ça aide beaucoup. La chaleur, ça dilate, donc ça augmente le flux du tronc-porte. Alors peut-être simplement, alors on ne va pas forcément faire une litanie, mais pour reciter les polluants qu'on peut avoir dans notre corps importants. Voilà. Donc vous avez dit les nanoplastiques, donc ça on est clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nanomicroplastiques, c'est bon. Les métaux lourds. Les métaux lourds. Ça c'est très intéressant. On a dans le comité médical de Zeuil, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup participer à ce projet et faire de la recherche là-bas, c'est qu'on a accès à vraiment des pontes auxquelles on n'aurait pas accès habituellement. Et on a beaucoup échangé avec le professeur Pichard, qui est vraiment reconnu sur le côté alimentation et métaux lourds, et avec le docteur Joël Spirou. Les métaux lourds, quand on voit dans la base de données qu'il y a quand même pas mal d'expositions métaux lourds, notamment mercure, nickel. D'accord. Donc là, on pense alors aux poissons, par exemple. Exactement. Mais vous êtes très informé. Exactement. C'est mon métier depuis 20 ans quand même, mais c'est vrai qu'on pense aux gros poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est quoi ? C'est thon, saumon, bonite, etc. Tout à fait. De toute façon, on sait qu'ils sont aussi en surpêche. Donc de toute façon... Alors, surpêche et surtout sur élevage. C'est-à-dire que le saumon, on m'a raconté des choses justement de professeurs de médecine qui ont été invités en Norvège à aller voir, mais c'est terrible. Vraiment, il y a eu pas mal d'émissions sur le sujet. Le vrai saumon, il n'est pas orange. Le vrai saumon, il est rouge foncé. Sachant qu'on sait qu'il y a aussi des taux de pollution dans le saumon sauvage qui peut être important. Tout à fait. Donc il y a deux choses. Le saumon d'élevage, il faut vraiment éviter. Le saumon fumé, parce que la méthode de cuisson fumée est à éviter. Pourtant, on trouve que ça dans les rayons. Le saumon sauvage, donc c'est mieux de consommer du sauvage que de l'élevé pour le côté oméga 3, parce que le saumon d'élevage vraiment nourrit avec des colorants et du foin pour poissons, avec des antibiotiques, etc. Donc il n'arrive pas à construire de l'oméga 3. Le saumon n'a pas cette capacité magique de créer de l'oméga 3 à partir de rien. Il la crée à partir de ce qu'il mange quand il est à l'état sauvage. Donc, si vous devez faire le choix et que vous aimez vraiment beaucoup le saumon,
d'abord plutôt le sauvage que l'élevé. Et le mieux, c'est de réduire assez drastiquement la consommation de saumon, de thon, les gros poissons, et de privilégier les petits poissons. Alors, c'est sûr, c'est moins sexy de manger de la sardine, du hareng, de l'anchois ou du maquereau que du saumon ou du saumon fumé. Ça dépend des goûts. Ouais. Mais en fait, quand on découvre ces poissons-là, c'est très très bon. C'est très peu onéreux. C'est très bon pour la santé, ça se conserve très bien. C'est que du sauvage, donc c'est en termes de nutrition, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Vraiment, moi, je suis devenu un fan des sardines. Oui. On sait l'importance aujourd'hui des oméga-3. On les retrouve dans toutes les études, pratiquement sur tout, y compris sur tout ce qui est santé mentale. Ouais. Alors, ça me permet juste un petit aparté. Attention quand on dit que quelque chose est bien. Oui. Le corps, souvent, c'est une courbe en U. Oui, c'est bien de le rappeler parce qu'on est souvent sur des panacées où à un moment il y a une mode et on se jette sur un truc. Exactement. Et on surconsomme. Exactement. Et on sait qu'il y a aussi une surpêche, y compris sur ces petits poissons. Tout à fait. Ouais. Et donc quand on dit les oméga-3 c'est bien quand on en a suffisamment, mais pas quand on en a trop. Et donc il ne faut pas en avoir trop peu, il ne faut pas en avoir trop non plus. En revanche, on peut les doser quand même. On les dose, ça se dose très bien. On peut avoir un état des lieux de tous les acides gras. Et j'attire votre attention sur le fait que les compléments en oméga-3, parce qu'il y a beaucoup de patients qui en prennent, il faut faire très très attention à ça. C'est toujours mieux de l'apporter par l'alimentation que par des compléments. Il faut faire attention à ne pas surdoser. Et surtout, les oméga-3, ça se conserve très mal. Ça s'oxyde très vite. Donc en fait, quand on prend sa gélule d'oméga-3, on n'est pas sûr que c'est que des oméga-3, c'est potentiellement des acides gras qui ont été oxydés, donc qui ne sont pas si bénéfiques que ça. Alors si on revient sur les métaux, donc on a vu, on peut être pollué par effectivement certains gros poissons. Quand on parle des métaux, on parle aussi des plombages, j'imagine, dentaires. Oui, tout à fait. Il y a un sujet là-dessus. Oui. Les dentistes sont de plus en plus acculturés au sujet. Je sais que c'est en train de changer, mais je ne suis pas spécialiste du sujet plombage. D'autres sources d'intoxication aux métaux ? Alors, on a fait les métaux, globalement. On a terminé, on en a pas mal parlé. Sur les autres sources, donc nanoplastiques, métaux, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Les perturbateurs endocriniens. Le côté pesticides également, et le côté pollution environnementale. Donc, pollution environnementale, ça c'est vraiment important, il y a de plus en plus d'études dessus. Le premier message, c'est attention aux idées reçues. On pense souvent qu'aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 20 ans. C'est faux. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de régulation, il y avait beaucoup moins de contrôle de la qualité de l'air. Et globalement, la qualité de l'air aujourd'hui, elle est meilleure qu'il y a 20 ans. Les normes ont changé, sont devenues plus strictes, mais en absolu, la teneur en NO... Alors, ça dépend des pays en Occident, évidemment. Ça dépend des pays, oui, pardon. Oui. Là, je parle vraiment de la France. De la France, et je ne parle même pas des pays européens, que je ne connais pas, mais vraiment de la France. Donc, d'abord, c'est mieux, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. 2, attention aux idées reçues sur les lieux. C'est pas parce que vous êtes sur la plage avec de super vagues devant vous, pas de nuages, etc., que c'est mieux qu'en centre-ville de Paris. Effectivement, si vous êtes à Saint-Malo, il y a une industrie aéroportuaire juste à côté. Des études des mesures ont montré que vous avez l'impression d'être vraiment au vert, préservé, etc. Mais en fait, il y a certaines zones... On pense aussi à la pollution aux algues vertes, parfois en Bretagne, avec des chevaux qui sont décédés, etc. Tout à fait. Donc attention aux idées reçues. Troisième chose, donc il y a des moyens de s'en protéger. D'accord. Quand vous faites de l'activité physique, c'est génial. Je pense qu'on en reparlera. Si vous pouvez faire une chose pour améliorer votre longévité, votre vivre mieux, c'est l'activité physique. Et surtout, les études le montrent, les femmes et les jeunes femmes, souvent, font beaucoup moins d'activité physique que leurs compères hommes. Je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute un biais culturel. Les jeunes femmes, vous dites ? Oui, les jeunes femmes. En fait, on a des jeunes hommes on a beaucoup de jeunes hommes qui vont à la salle de sport, qui prennent des photos sur Instagram, etc. Voilà, c'est la tendance. Et moins de jeunes femmes, c'est dommage. C'est purement, je pense que c'est un biais purement culturel, mais il y a un vrai enjeu là-dessus de changer le mode de vie. On a parlé tout à l'heure de la post-ménopause, mais il ne faut pas attendre la ménopause pour se prendre en main. Exactement.
Donc l'activité physique, on l'a fait, mais loin de zones de pollution. C'est-à-dire on le fait pas à côté du périph'. Vous voulez dire que hier, mon running dans Paris, finalement, vaut mieux attendre dans que Paris, la Suisse pour courir. Dans Paris, pourquoi pas, mais pas à côté du périph', pas à côté du boulevard où il y a plein de voitures. C'était sur les quais de Seine. Il faudrait que je vérifie la pollution sur les quais de Seine. Quai de Seine, je crois que c'est très bien. Oui, très bien. Sur les perturbateurs endocriniens, ce qui me désole, franchement, et j'en profite aussi pour le dire à l'antenne, c'est que on n'a pas autant reculé que ces dernières années en matière d'écologie et de consommation, par exemple, du bio, alors qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Ouais. Alors, ça, je connais moins bien, donc je vais pas beaucoup en parler. Ce qu'on m'a dit, mais moi je suis pas allé chercher les études moi-même, donc c'est pour ça je souhaite pas trop m'avancer là-dessus. C'est que effectivement il y a un vrai enjeu concernant le bio et les pesticides. C'est assez prouvé qu'aujourd'hui, on m'a parlé de pas mal d'études qui montrent le bénéfice de l'agroécologie versus l'agriculture industrielle avec des pesticides conventionnels sur les nutritions. Mais ça, je connais pas trop ce qui par contre a été mis à jour révélé avec le livre d'Eric Topol qui s'appelle Superagers. Eric Topol qui est vraiment un ponte du domaine de la cardiologie qui a mené de grandes études pendant toute sa vie. On donnera les références super. Dans l'article aussi, comme ça, si vous voulez retrouver... alors, allez-y, je vous laisse terminer. Génial. Effectivement, il y a pas mal d'articles qui peuvent être utiles pour les gens qui souhaitent en savoir plus. Ce livre-là, en fait, il remplace le côté Big Pharma, ou en tout cas, il ajoute le côté Big Pharma qui a été par le côté Big Food. C'est-à-dire que effectivement toute l'industrie, en fait on parle des pesticides, mais derrière il y a tout ce qui est alimentation transformée, ultra transformée, l'ajout de sel, en veux-tu, en voilà. Tous les additifs, même pas les additifs, là, dans les additifs c'est encore autre chose. Le fait qu'elles soient processées. Absolument, absolument. Le sucre, vous savez que le sucre, moi j'ai découvert ça, c'est très peu cher. C'est très peu cher, c'est très très bon, on en veut, donc en fait on le retrouve partout. Charge à nous, consommateurs, consommatrices, de faire en sorte que ce qu'on achète, là où on met notre argent, durement gagné, soit sur des produits de qualité. Et donc à porter une attention particulière là-dessus. Parce qu'il y a effectivement les pollutions invisibles, on vient d'en parler, comme les métaux lourds, etc. Et puis il y a ce qui est caché dans l'alimentation, qui est aussi une pollution invisible, mais qui peut être peut-être plus facilement maîtrisée, vous l'avez dit à l'instant, comme le sucre. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas forcément la qualité de l'air. C'est-à-dire, je vais en vacances dans un endroit qui est pollué, je ne savais pas, voilà. Mais en revanche, sur les taux de sucre au quotidien, et ça, c'est vraiment des gestes répétés sur lesquels il y a vraiment une vigilance à avoir. Exactement. Une autodiscipline. C'est de moins en moins caché. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'applications qui vous permettent aujourd'hui, en scannant le code barre, de tout savoir sur votre aliment. Open Food Facts, qui est une application française, marche très très bien. Mais juste en retournant le paquet, en fait, vous avez les valeurs nutritionnelles qui sont obligatoires. On pense à Yuka aussi. À Yuka, tout à fait. Et donc, dans ces valeurs nutritionnelles, vous voyez, en fait, moi, des fois, je vois des choses aberrantes. Enfin, vraiment, vous avez taux de glucides, et donc ce sont des sucres rapides. Des fois, vous avez des choses genre 18 grammes, 25 grammes, 45 grammes. Vous savez que le taux de sucre dans le sang normal, c'est 1 gramme par litre. 1 gramme. Vous imaginez, vous envoyez 45 avec une barre, je sais pas quoi. On sait que le sucre, c'est aussi addictif, voire même plus que la cocaïne. Il y a des études qui ont démontré ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Enfin, moi, j'ai des enfants qui sont grandes maintenant, mais quand on voyait les enfants à des anniversaires, quand ils sont petits, qu'on les envoie chez d'autres personnes, ils reviennent, on a l'impression qu'ils sont drogués. Enfin, ils ont des comportements hallucinants, quoi. En fait, notre corps n'est pas prévu pour ça. C'est pas normal d'ingérer autant de sucre. Et là, on parle de sucre, mais on peut aussi parler des acides gras. Vous savez, on parle du sud et puis de tous les glucides. On sait qu'aujourd'hui, privilégier, vous l'avez dit, une alimentation à IG bas est hautement favorable. Absolument. Les index glycémiques bas, le riz complet plutôt que le riz nature, les pâtes complètes plutôt que les pâtes nature. Ça... Et puis même pédale douce, je dirais, sur les glucides en général. Alors, attention parce que les glucides complexes
et les fibres, ça peut être très très bénéfique. Donc vous avez en retournant le paquet, vous avez les glucides simples et souvent vous avez dons sucre. Et donc c'est ce don sucre qu'il faut vraiment réduire. Ah, très bien. Donc quand vous avez glucides, je sais pas, 100 grammes et don sucre 1 gramme, ça veut dire que vous avez 99 grammes de pas sucre. Donc c'est pas forcément aussi délétère. Oui, ok. Donc ça c'est bien. Merci de ces astuces parce qu'on peut avoir l'œil comme ça sur les paquets. Vous alliez dire autre chose peut-être? Alors sur le côté pollution, donc on a parlé Oui. beaucoup de choses. Il faut pas oublier 2 choses. La pollution lumineuse. Je ne sais pas si on va aborder le sommeil aujourd'hui, mais sur le côté... Je vois que le temps file. Vite, c'est passionnant, il y a tellement de choses à dire, c'est incroyable. C'est très très riche. C'est vraiment une spécialité à part entière. Oui. Sur le côté sommeil, alors là, on quitte un petit peu le côté physique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, vivre mieux, on a dit côté physique, côté mental. Le sommeil, c'est la clé d'un mental plus clair. Le sommeil, c'est une hormone en particulier qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone, elle est créée, générée par notre cerveau, la glande pinéale, juste au-dessus du chiasma optique. Le chiasma optique, c'est l'endroit où les deux yeux se réunissent. Là derrière. Exactement. Et quand nos yeux n'ont plus de lumière, le cerveau comprend que c'est la nuit, génère la mélatonine et dit au corps entier, toutes les hormones, aux surrénales, à la thyroïde, etc., c'est le moment d'aller dormir. Voilà, alors là, je vous vois venir, tout le monde vous voit venir, le portable dans le lit le soir. Non, 1 heure avant, on le laisse de côté. Exactement. Minimum. C'est tellement difficile. Ouais. C'est tellement difficile. Et moi, le premier... On se surprend, c'est-à-dire que même si on ne veut pas, on se surprend. Donc là, c'est vraiment une discipline à avoir au quotidien, de se dire... D'ailleurs, je pense à une amie, Christine Levicki, qui avait fait un challenge 21 jours sans écran, 1 heure ou 2 heures avant le coucher. Je trouve que c'est bien, pourquoi pas de se lancer un défi comme ça, si on a envie d'essayer. Ça change tout. Oui. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a les défis. Donc là, on est toujours dans le mental côté force de volonté. C'est-à-dire, moi, je veux être quelqu'un qui ne touche pas à son écran 2 heures avant de dormir, mais comment je fais pour bridge the gap? Il y a 2 manières. Enfin, il y a plusieurs manières. La première, c'est le défi. Alors, le défi, ça marche très bien quand on le partage. C'est-à-dire que je vais dire à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes amis, je vais publier ça sur les réseaux sociaux, je vais mettre une story, je vais dire, OK, je prends l'engagement aujourd'hui de passer 21 jours. Voilà. Une autre manière, c'est de le dire à quelqu'un qu'on respecte beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui est... c'est vraiment une référence pour nous et on a envie d'apparaître comme... Enfin, de lui faire comme plaisir. Un mentor, quoi. Voilà, exactement. Oui. D'aller lui dire, OK, moi je prends un engagement auprès de toi, je vais changer cette habitude pendant les prochains jours. Ça marche très bien. Donc il y a le côté défi, il y a le côté step by step. Donc sans doute que passer de je scrolle pendant 1 heure avant de m'endormir de fatigue le soir à je touche plus à mon... c'est un peu difficile. Je vais step by step faire des petites modifications. Je vais activer le night shift, le mode nuit sur mon téléphone. Ensuite, je vais faire en sorte d'activer le mode sommeil. Qui diminue la lumière. Exactement, que la luminosité, de manière à ce que ce soit moins agréable. Je vais le passer en noir et blanc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Quand l'écran, j'ai essayé ça, mon téléphone est constamment en noir et blanc maintenant. Ça réduit l'addiction très très fort parce que c'est beaucoup moins plaisant en fait à voir et on se rend compte, mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi je passais sur des shorts ou des TikTok ou pourquoi je répondais mes mails à 23h? Je peux très bien répondre mes mails à 8h le matin. Hier, j'ai vu un truc justement sur les réseaux sociaux. C'était une photo d'une tombe, certainement faite avec l'IA évidemment, qui disait elle a vécu une jeune femme qui était morte jeune, c'était pas vrai, hein, qui disait elle a passé 18 ans sur son téléphone et 3 ans en interaction avec ses parents. Ouais. Ça fait froid dans le dos. C'est fou. Hein. Moi, il y a des chiffres sur les jeunes et TikTok qui... non, mais là, on le voit sur la santé mentale, c'est en train de sortir, c'est la baisse du QI, enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent dessus. Alors, le sommeil, donc ça, ce sont des bonnes choses. Il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient dire, alors j'ai fait beaucoup d'interviews sur le sommeil avec des experts, je pense au professeur Pierre Philippe, qui est un expert aussi international, qui est chercheur à Bordeaux sur le sujet. On sait à quel point c'est important et pourtant, certaines personnes qui nous écoutent disent moi, j'aimerais avoir un sommeil réparateur et de qualité. J'ai essayé beaucoup de choses, mais j'y arrive pas.
Et je l'ai vu aussi avec un psychologue clinicien qui est chercheur à Lausanne sur le sommeil, les cauchemars, les rêves et la qualité de sommeil. Parfois, la peur de ne pas réussir à avoir un sommeil de qualité est pire finalement que tout, parce qu'il y a une anxiété anticipatoire Exactement. qui est terrible. Ouais. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à dormir et si vous savez que c'est important, ne commencez pas à stresser en vous disant « je n'y arrive pas, il faut à tout prix que j'y arrive ». Parce qu'on peut aussi donner des injonctions sans le vouloir qui sont pires que le remède. Absolument, absolument. Vous faites bien de le dire, parce que de toute manière, en fait, la prévention ne fonctionne pas sous forme d'injonction. Ça peut être le cas sur le côté curatif, parce que là, on est vraiment à la limite. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas votre aspirine, vous allez faire un infarctus, vous allez refaire un infarctus. Donc, à vous de choisir. Là, l'injonction est facile. La prévention, ça ne marche pas du tout comme ça. Les modèles paternalistes en prévention ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, c'est de se mettre à la place de l'individu, de comprendre son mode de vie global et d'essayer de lui apporter petit à petit des conseils extrêmement individualisés, extrêmement pertinents. Le conseil qu'on va donner à une mère de famille qui a sa vie professionnelle qui est très importante pour elle, mais qui ne veut pas non plus délaisser, perdre sa vie familiale, et qui veut également garder une vie personnelle à soi, ça ne va pas du tout être les mêmes concernant le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress, qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est en pleine dans les études, pour qui la priorité, c'est les études avant tout. Pas du tout pareil. Et donc, la prévention ne marche que quand c'est personnalisé, que quand c'est inclus dans la vie. Oui. Et en même temps, vous touchez du doigt un point extrêmement important, qui est cette fameuse médecine préventive. Avec ces déserts médicaux, on se dit, si cette médecine doit être individualisée, à l'heure où les médecins, et on ne peut pas vraiment les blâmer, ont de moins en moins de temps, du coup, comment on fait ? Parce que comment vous voyez évoluer les choses, vous, dans cette médecine de demain ? Parce que c'est une de vos grandes spécialités aussi, de faire de la recherche sur ces sujets-là. Moi, je suis un éternel optimiste. Ouais. Je pense que demain sera mieux qu'hier, et ça constamment. Même si aujourd'hui, on a des signaux un petit peu limitants. Non, je pense que on est dans globalement une bonne direction. Déjà, il y a une prise de conscience. On est en train de comprendre assez globalement que la prévention est la clé pour adresser les maladies chroniques. Ça, c'est important parce que c'est pas gagné. Ce n'était pas gagné. Il y a une dizaine d'années, dans les congrès de spécialités, que ce soit en onco, en cardio, le côté prévention, il y avait la plus petite salle avec quelques interventions. On était vraiment sur une médecine symptomatique. Exactement. Aujourd'hui, le prochain congrès français de cardiologie, qui est les Journées européennes de la Société française de cardiologie en janvier prochain, le thème principal, c'est la prévention. Génial. Enfin. Quand vous allez dans un congrès lambda d'une spécialité, vous avez maintenant toujours des stands de prévention, des interventions de prévention, que ce soit la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention primordiale, tout type de prévention. Et donc, on se forme et on est formé de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. La deuxième chose... Je dirais même, il était temps, quoi. Et d'autres peuples l'ont compris. Ça, c'est très français, ça. Ouais. Non, mais moi, je vis en Suisse et il y a une médecine un petit peu plus préventive. Mais non, je dis ça parce qu'on a prévu aussi de parler d'autres cultures qui ont vraiment intégré depuis toujours des médecines préventives. Alors, peut-être un peu moins maintenant, mais si on pense aux médecines ancestrales comme l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, on dit dans l'inconscient collectif qu'on ne voit jamais son médecin chinois quand on est malade. On n'a pas besoin, parce qu'en fait, on a fait une telle prévention. Et on ne le paye pas, d'ailleurs, le médecin chinois, parce qu'il travaille bien. Et voilà, il y a tout un inconscient collectif en Occident là-dessus. Alors, peut-être finissez sur ce que vous alliez dire, puis on reviendra là-dessus après. Ouais. Donc déjà, il y a de bonnes nouvelles. Ouais. Par contre, effectivement, comme vous le dites, il y a la France, globalement, un désert médical, à part quelques zones très particulières. Ça, c'est un problème systémique qui est bien compris aujourd'hui et qui est en train d'être adressé de plusieurs manières.
évidemment, ça ne peut pas se faire sans les médecins. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir, que les infirmiers, par exemple, soient de plus en plus formés, un peu à l'anglo-saxonne, où l'infirmier est avec son stéthoscope et a une pratique très avancée. Voire même le pharmacien. Vraiment super que le pharmacien puisse vacciner. Enfin, évidemment, quand vous faites 10 ans d'études pour être, entre 6 et 10 ans d'études pour être pharmacien, le fait de ne pas pouvoir vacciner, c'est quand même... c'était quand même un vrai sujet à adresser, et ça l'est, et ça va continuer. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Si vous voulez faire de la prévention de pathologies chroniques, il faut développer une expertise sur la pathologie chronique. Donc, il faut être médecin, être spécialisé dans votre... et construire votre expérience. Vous avez peut-être vu qu'il y a une proposition, déjà le numerus clausus a sauté. Oui. On est passé au numerus apertus. J'ai vu ça. Et il y a des discussions en cours pour retirer le numerus apertus. Oui. Donc il y a des choses, et puis surtout la dernière chose, c'est la tech. Je crois beaucoup à la technologie. Je crois vraiment qu'une technologie humaine, bien utilisée, qui n'est pas là pour remplacer, pour faire plus vite, mais pour faire mieux. Alors justement, comment est-ce qu'elle peut s'orchestrer, s'organiser, cette technologie? Comment vous voyez les choses? Pendant les années 2010, vous avez énormément d'innovations qui sont arrivées, souvent faites sans les médecins, et ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, elles n'ont jamais vu le jour. Depuis quelques années, on a des innovations qui sont faites avec les médecins, main dans la main, et aujourd'hui, on a des outils d'IA, mais pas que, des outils technologiques qui nous permettent de mieux faire notre métier. Et donc, côté patient, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une prise en charge mieux cadrée, ça donne des scores de risque beaucoup plus personnalisés, c'est-à-dire je ne vais plus dire à deux personnes complètement différentes qui ont le même risque de faire un événement cardiovasculaire, je vais pouvoir personnaliser, individualiser mon risque. Je vais pouvoir prendre en compte beaucoup plus de variables pour faire mon calcul et donc proposer ma prise en charge. Ça veut dire qu'en fait, je prends un exemple concret, le médecin va pouvoir rentrer toute l'anamnèse du patient de manière détaillée, évidemment, comme il fait habituellement. Et ça va se croiser avec d'autres bases, par exemple, qui vont pouvoir déterminer certaines hypothèses plus poussées, par exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un collègue, le docteur Stanislas Demus, qui est neurologue à Strasbourg, et qui vient de publier un gros papier, c'était son papier de thèse, sur l'IA pour la sclérose en plaques. Oui. Donc, sclérose en plaques, vous avez beaucoup de traitements et de lignes de traitement possibles. Donc, ce qu'on fait classiquement, vous avez, pour tous les patients qui ont une sclérose en plaques, la ligne 1, ça ne marche pas, vous passez à la molécule numéro 2, ça ne marche pas, vous passez à la molécule numéro 3, etc. Pour tous les patients non individualisés. Okay, ça, c'est classique. Oui, c'est le protocole. Ouais. Exactement. Lui, ce qu'il a fait, il a pu accéder aux données des essais cliniques de tous ces médicaments. Et au lieu de dire au global, il y a 60% de réussite, ça ne veut rien dire. En fait, quand on dit il y a 60% de réussite, ça veut dire que chez 60% des patients, il y a 100% de réussite. Et chez les autres, il n'y a pas de réussite du tout. Et donc, au global, ça fait 60% de réussite. Donc lui, il est allé voir les patients chez qui le médicament fonctionne, les patients chez qui le médicament ne fonctionne pas, il a fait un algorithme qui permet non pas d'avoir la première ligne pour tout le monde, puis si ça ne marche pas, la deuxième ligne pour tout le monde, puis si ça ne marche pas, la troisième ligne pour ceux chez qui ça ne marche pas, etc. Pour chaque patient, il choisit la bonne molécule en fonction de ces données particulières. On va beaucoup plus vite, quoi. Alors, on va beaucoup plus vite. En termes de ciblage. Exactement. Oui. On cible mieux, on fait de la meilleure médecine. Voilà. Donc, toute la technologie qui aide le médecin à faire mieux son métier, ça va marcher et on en a besoin. Et chaque jour, il y a des publications, ça s'améliore. Et moi, j'ai vraiment bon espoir que dans 5 ans, dans 10 ans, on fasse une médecine qui n'a rien à voir avec la médecine d'aujourd'hui en termes de personnalisation. Si tant est, alors là, je fais un peu évidemment l'avocat du diable, que ça ne nous échappe pas en termes de maîtrise parce que parfois on voit que l'être humain a tendance à avoir trop confiance dans l'outil et puis forcément à son intuition. Et on sait que ce qui fait le très bon médecin aussi, c'est évidemment toute cette connaissance et ces données, et ça c'est une aide extraordinaire, vous venez de le dire, mais aussi le ressenti qu'il a par rapport à son patient. Voilà. Ça c'est...
De sa psyché, vous l'avez très bien dit au début, de ses émotions, voilà. Vous n'abordez que les sujets importants, absolument, vous avez raison. En fait, ça, c'est un vrai sujet de fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a inventé le stéthoscope, d'ailleurs, je crois que c'était un Français qui a inventé le stéthoscope, si je ne me trompe pas. On pourra le dire si je me trompe dans la description de l'épisode. Avant le stéthoscope, on faisait comment? On collait son oreille. Le jeu des 1000 €. Qui a inventé le stéthoscope, les amis? C'est un faux jeu, hein, mais... on collait l'oreille au thorax du patient pour écouter. Quand on a créé le stéthoscope, ça marche tellement bien que plus personne aujourd'hui ne sait coller son oreille au thorax du patient. C'est un très bon exemple de dire attention à l'outil, quoi. Donc aujourd'hui, sauf que le stéthoscope, ça a été validé, c'est un dispositif médical, c'est contrôlé, c'est régulé par la FDA aux États-Unis, par la Commission européenne en Europe, par la HAS, la NSM, etc. Donc vraiment, on est safe. Par contre, sur l'IA, quand je vais sur ChatGPT et que j'écris est-ce que mon aspirine m'est utile, elle peut répondre un peu tout et n'importe quoi. Vous savez que la statistique... on voit qu'il y a quand même l'art de la rhétorique. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est des algorithmes qui sont entraînés pour générer du langage. Donc, ils vont générer du très bon langage hyper syntaxique. Ça va super bien. Et moi, je m'en suis rendu compte. Je pourrais vous donner des exemples vraiment assez particuliers. Et donc, ils sont entraînés pour générer du langage. Ce qui est très différent d'être entraîné pour générer de la vérité. Ça n'a rien à voir. Les statistiques, c'est sur un domaine aussi spécialisé que la médecine, le ChatGPT va faire en moyenne 5 erreurs par réponse. Oui. Et ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte vous-même. Vous avez besoin d'un expert à côté qui vous dise il y a une approximation. Oui. Alors, on approche de la fin de cette émission, voire même on a un peu dépassé notre temps. Ça passe très, très vite. Hein. Si on doit faire un check-up, pour revenir un petit peu à notre cœur de sujet aussi en médecine préventive, qu'est-ce qu'il est bien de faire? Parce qu'on entend tout, parfois on ne sait pas trop quoi faire comme type de bilan. À quel âge? Est-ce que si on a certains signaux, ou est-ce que c'est bien d'en faire finalement régulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà de base, etc., etc. Éclairez-nous un peu tout ça assez rapidement, malheureusement. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, les messages clés, c'est que, il y a déjà, en France, on a la chance d'avoir des dépistages organisés. C'est-à-dire qu'à partir de tel âge, vous avez votre mammographie, votre échographie à faire en fonction de vos antécédents. À partir de tel âge, vous avez votre coloscopie, votre dépistage de sang dans les selles à faire pour le cancer colorectal, en fonction de vos antécédents. Ça, c'est très important d'en discuter avec votre médecin. C'est bête de ne pas en profiter. Il vaut mieux savoir tôt que subir tard. Vraiment, ça, c'est important. La deuxième chose, ça, c'est vraiment les grosses pathologies, cancer du sein, cancer colorectal, le cancer du poumon, ça va bientôt venir, le dépistage organisé. Vous avez le côté... Donc ça, c'est aux alentours de 45-50 ans. 45-50 ans, en fonction de vos antécédents, c'est une discussion à avoir avec votre médecin. Donc il faut aller voir son médecin. L'autre pan, c'est moins grave en termes de pathologie, mais c'est aller voir son dentiste et faire le point sur son accommodation, sur ses yeux. C'est essentiel. C'est pas parce que vous avez des lunettes une fois que vous pouvez passer 10 ans sans voir votre ophtalmo. Donc ça, c'est des conseils un petit peu généraux. D'ailleurs, le suivi dentaire est absolument essentiel. C'est quelque chose qui, dans la médecine, la bouche a été... J'ai fait toute une émission avec un médecin spécialiste du sujet, effectivement. Il disait que je crois que faudrait vérifier, là encore une fois, le chiffre, mais je crois que c'est 30% des maladies prendraient source, effectivement, dans la bouche. Donc si vous avez une gingivite, etc., consultez tout de suite, ça peut cacher d'autres choses derrière. Absolument. La parodontose, on a tout un microbiote buccal et l'alimentation commence par la bouche. Donc tout ce qui est mastication, digestion, etc., dépend beaucoup de ce qui se passe dans la bouche. Donc ça, c'est conseil général, un peu non spécifique. Donc je donne la référence du podcast qu'on avait fait avec le docteur Bruno Donatini, si ça vous intéresse. Voilà, comme ça je fais un lien avec une autre émission. Après, si on va un petit peu plus loin, si on prend le vivre mieux, donc on a parlé du dépistage. Ensuite, il y a les pathologies qui ne sont pas encore là, donc on ne va pas les dépister, mais dont les facteurs de risque sont présents.
Donc ça, c'est tout ce qui est bilan, enfin pour les pathologies cardiovasculaires, tout ce qui est bilan lipidique, bilan glucidique, aller chercher la résistance à l'insuline, aller plus loin, aller chercher les acides gras, son taux d'oméga 3, d'oméga 6, les acides gras saturés, les acides gras trans, qui sont un bon reflet de l'alimentation. Aller chercher le côté andropause, ménopause. On parle beaucoup de la ménopause chez la femme, mais on parle moins de l'andropause, alors que c'est une vraie étape de vie. Chez les hommes également. Vous avez une baisse des troubles de l'humeur, une baisse de la tonicité, une alopécie, une baisse de la libido. Absolument. L'accumulation de graisse abdominale. Donc, on va aller chercher tout ça. Ensuite, vous avez les signaux faibles. Alors ça, c'est un peu moins evidence-based, mais il y a quand même de la littérature dessus. On va aller chercher le stress oxydatif. On va aller chercher je reste toujours dans le physique. Hein. L'état l'age reader, qui est l'état de glycation du collagène de la peau, qui sont des marqueurs très précoces des atteintes côté physique. Après, côté mental, il y a tout ce qui est HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. On peut doser le cortisol, la DHEA, qui sont des hormones de l'éveil et des hormones plus nocturnes. Et on peut faire un état des lieux sur le côté mental. Tout ça permet d'avoir une exploration un peu à 360, d'avoir un état des lieux, et ensuite permettant de dérouler des actions pour vivre mieux et pour le côté dépistage. Alors merci aussi d'avoir recité la santé mentale. C'est un défi. Oui, c'est un défi. 30 secondes là. Oui, c'est un défi. Et puis merci d'avoir recité la santé mentale, parce que j'entendais l'autre jour que dans 10 ans, la dépression, je crois, serait la première cause de handicap dans le monde. Quelque chose comme ça, ça paraît complètement délirant de se dire qu'on en est arrivé là. En France, aujourd'hui, pas dans 10 ans, aujourd'hui, la dépression, la vraie dépression clinique, c'est 20% sur temps de vie. Une personne sur 5, là, s'il y a 5 personnes qui nous écoutent, il y en a une qui va faire une dépression. Et c'est pas grave. Vraiment, il faut... il y a beaucoup de biais sociaux sur les pathologies psychiques. Il faut les prendre comme un diabète, il faut les prendre comme une infection, il faut les traiter. C'est des vraies pathologies derrière pour lesquelles on a des traitements qu'on sait prendre en charge. Et donc, il faut les dépister tôt. Si dans notre alimentation, on devait retenir peut-être 3 clés essentielles, quelles seraient-elles? Si vous voulez résumer comme ça par... En fait, le souci, je suis désolé, je ne vais pas être capable de le faire. Pourquoi? Parce que tout le côté prévention, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, je vais donner des conseils peut-être très généraux, mais je vais dire par exemple de on réduire... a dit ce qui était délétère et de toute façon ce qu'il fallait éviter. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que si on a trop de sucre... mais... les sucres raffinés, l'alimentation transformée. Je vais dire, il faut éviter les index glycémiques élevés. Pourtant, vous allez avoir des patients qui ont un excellent pancréas, qui n'ont pas de résistance à l'insuline à 60 ans, qui n'ont pas d'antécédents familiaux particuliers, qui ont une très bonne génétique. Et en fait, eux, s'ils veulent continuer à manger du riz, on ne va pas leur dire d'éviter de manger du riz. Il n'y a aucun signal faible. D'ailleurs, on voit les Asiatiques consomment énormément de riz, par exemple. Donc, en fait, les conseils généraux en prévention... Malheureusement, on a essayé. Alors, c'est mieux que rien. Hein. Et donc, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est super. Faire de l'activité physique, ne pas être sédentaire, on sait que c'est absolument essentiel. Juste dire activité physique, ça ne suffit pas. Ça veut dire quoi? C'est une activité physique de résistance ou d'endurance? De cardio, musculaire. Si c'est l'endurance, si c'est la cardio, quelle zone est bénéfique? C'est la zone 2, la zone 1, la zone 3? Est-ce que c'est 120 minutes, c'est 200 minutes, c'est 120 minutes en une fois, ou je peux faire 30-30-30? Et puis ça dépend de l'âge. En fait, si on ne rentre pas dans ce niveau de détail, il y a beaucoup trop de barrières entre le message et l'application en vie réelle pour les individus, et qu'il y a trop de questions qui restent. Et ces questions-là ne sont pas générales, elles sont individualisées. Donc le message principal, c'est que la prévention vous intéresse, intéressez-vous au sujet, parlez-en avec le médecin, documentez-vous. Il y a de plus en plus de médecins qui sont capables de vous prendre en charge, de vous accompagner dans le côté prévention. Et c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez pouvoir identifier vos forces, vos faiblesses, capitaliser sur vos forces et corriger petit à petit vos faiblesses. Quand on a parlé tout à l'heure du bilan et du check-up, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus des hormones. Alors non pas qu'avant...
Elle n'existait pas, bien au contraire, mais ça a été aussi un petit peu le parent pauvre de la médecine, comme d'autres champs d'action. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus maintenant des hormones. C'est vraiment l'horlogerie suisse, le système hormonal. C'est complexe. Oui, c'est vrai. Alors, pas tout le corps humain, il y a beaucoup de raisons. D'abord, la médecine se focalise d'abord sur les pathologies. Oui. Donc, côté hormonal, on s'est beaucoup focalisé sur le diabète, donc sur l'insuline. Donc, beaucoup d'endocrinologues, des spécialistes des hormones, sont beaucoup des diabétologues. Donc ça, d'une part. On s'est également intéressé aux hormones thyroïdiennes sur le côté pathologie, parce qu'il y a beaucoup de dysthyroïdie. Donc ça explique un petit peu pourquoi est-ce que on s'est focalisé, enfin le reste des hormones côté bien-être et vivre mieux a été un petit peu délaissé. Mais on y arrive et on comprend beaucoup mieux. On a parlé de la mélatonine tout à l'heure. Oui. On comprend beaucoup mieux le rôle du cortisol, de la DHEA. On comprend beaucoup mieux la gréline, vous avez entendu parler, l'Ozempic, les analogues du GLP-1, etc. Tout ce système hormonal est en train d'être découvert et son impact sur la vie de tous les jours, sur le niveau de forme, d'activité, sur la motivation, est en train d'être révélé petit à petit. Oui, donc ça c'est bien aussi. On pense beaucoup à la thyroïde quand on pense aux hormones, aux bilans hormonaux. Beaucoup de personnes ont aussi des problèmes de thyroïde, mais pas que. Et évidemment, quand on parle des hormones, on ne peut pas ne pas parler de la prédénolone, et qui donne la oestradiol, testostérone et ces hormones-là. Et donc, andropause, ménopause, vous voyez, on fait des boucles, la prévention, c'est tout ensemble. Oui, c'est ça. Peut-être en conclusion, quels sont les grands défis que vous voyez pour la médecine de demain? Justement, on a parlé des nouvelles technologies, de cette alliance extraordinaire entre finalement la technologie et l'humain. Être sur cette médecine préventive avec des programmes d'accompagnement. Donc ça, vous l'avez très bien expliqué, c'est en train de repasser à la fois dans les études de médecine, mais aussi dans tous les grands congrès. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, peut-être autre chose. Je pense qu'un des grands défis, c'est déjà de continuer à faire ce qu'on fait bien aujourd'hui, c'est-à-dire la prise en charge de l'aigu. Moi, je suis abasourdi par les statistiques. Vous savez, quand vous faites un infarctus, si vous arrivez à l'hôpital, en unité soins intensifs de cardiologie, vous avez plus de 90% de survie. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous dites ça, il y a 30 ans, un infarctus, c'était synonyme de il a fait un infarctus, il est décédé. Il faut agir dans les 2h, 2h20, c'est ça? Vous avez une douleur thoracique qui ne disparaît pas au repos pendant plus de quelques minutes, vous appelez le 15. Donc, pas 2 heures, c'est plus de quelques minutes, une douleur anormale. Surtout si vous avez un terrain à risque, il faut avoir un médecin ou un conseiller au bout du fil pour vous conseiller. Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'en curatif, on a la chance en France d'avoir un système très démocratisé, très accessible, où, moi je me souviens, on avait des gens, jamais en plus de 10 ans à l'hôpital, on a demandé à quelqu'un sa carte bleue en arrivant aux urgences. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte que c'est une exception, c'est pas une règle. Oui. Donc déjà, premier défi, continuer à faire ça. Bien sûr. Bien. D'ailleurs, ensuite, on est écouté dans tous les pays francophones, donc on pourra donner les numéros d'urgence aussi. Et puis si vous connaissez dans votre pays, que ce soit la Belgique, la Suisse, évidemment le Québec, dans beaucoup de pays francophones aussi en Afrique, on sait que vous nous écoutez. Et puis vous nous écoutez, vous êtes francophone, vous nous écoutez en Nouvelle-Zélande, etc. Donnez aussi les numéros d'urgence dans vos pays, donc ça c'est important. Première étape, se réjouir de ça et puis féliciter nos professionnels de santé qui font tourner ces structures de soins absolument exceptionnelles. Deuxième chose, c'est arriver en complément de l'aigu à prendre en charge les pathologies chroniques de manière préventive. Donc c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui, d'arriver à l'ancrer dans les pratiques. Je vais chez mon médecin généraliste parce que j'ai une tendinite. Je suis en périménopause, on va parler de la périménopause. Je suis une jeune femme, je viens pour ma pilule chez mon médecin généraliste, on va parler de l'activité physique. Et donc ça s'ancre dans les pratiques de plus en plus. Profiter, en fait, faire de la prévention opportuniste. Et puis ensuite, petit à petit, moi je crois beaucoup au fait de faire un état des lieux via un check-up de sa santé. Oui. Mais
pas juste une prise de sang qu'on me renvoie, un peu comme les tests d'ADN que j'envoie aux États-Unis pour recevoir mon résultat décontextualisé, sans conseil d'experts, etc. Mais une vraie prise en charge experte de mes différents risques et un suivi longitudinal qui me permet petit à petit, step by step ou par des défis, des giant leaps, de changer ma vie au quotidien et donc de vivre mieux. Est-ce que cette médecine-là, pour conclure, on fait des conclusions, mais est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle sera démocratique? Parce que j'entends déjà mes auditeurs qui peuvent dire, est-ce qu'il y aura une médecine à 2 vitesses, avec une médecine finalement pour les gens qui ont les moyens aussi de faire certains check-up, et d'autres qui n'auront pas les moyens, et qui... comment est-ce qu'on gère ça? Alors moi, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire, aucun médecin n'a envie de faire de la médecine de qualité juste pour une petite proportion ou une proportion quelconque d'ailleurs de la population. Nous, on a été éduqués, avec l'hôpital public, on prend tout le monde. Et donc, c'est un vrai défi d'arriver à montrer que le coût-bénéfice de la prévention est un rapport positif. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent que faire de la prévention, ça oblige à sortir l'argent maintenant, mais c'est de l'argent qu'on ne sort pas plus tard. Oui. Et on en sort moins aujourd'hui que si on en sortait plus tard. Et surtout, il faut le dire, avec les nouveaux traitements oncologiques, les immunothérapies, etc., qui sont formidables parce que ça marche très bien, mais ça coûte très, très, très cher. Et donc, je suis convaincu qu'en fait, la prévention, ça va gagner de l'argent. Certes, vous allez payer on va payer le bilan aux gens, plus l'expertise du médecin qui doit du coup avoir des consultations un petit peu longues, qui doit avoir du suivi de gens qui ne sont pas malades. Mais en fait, c'est pour éviter dans 10 ans de payer l'immunothérapie à 300 000 €. Oui, puis ce qui est intéressant, vous parliez de Zoï avec qui vous faites de la recherche, mais il y a aussi des startups qui aujourd'hui peut-être facturent des bilans de manière plus élevée parce que ce sont des sociétés indépendantes, mais qui poussent en fait ces sujets sur le devant de la scène et qui permettent de faire certainement bouger le système tout entier aussi à terme. Tout à fait, mais un des grands défis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de faire de l'IA sans les médecins. Quand on veut faire de la médecine, du point de vue extérieur, ça a l'air très simple. Vous faites des biomarqueurs, les biomarqueurs sont hors de la normale du labo, donc c'est pas normal, donc il faut agir dessus, et vous avez des conseils génériques pour agir dessus. Mais c'est pas ça la médecine. La médecine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez des biomarqueurs qui sont hors du range, mais en fait, pour vous, c'est normal. Vous avez des marqueurs, on parlait du LDL cholestérol tout à l'heure. On sait par exemple qu'à la ménopause, il y a des marqueurs de cholestérol qui changent un peu typiquement et qui ne sont pas forcément à être inquiétants parce que c'est cette phase-là. Tout à fait, en fonction de qui vous êtes, si vous fumez ou pas, vos antécédents familiaux ou pas, si votre âge, votre sexe, il y a une vraie différence homme-femme, votre degré de pression artérielle, vous n'allez pas avoir la même cible de cholestérol. Donc vous avez besoin, ça doit se faire avec les médecins, vous avez besoin d'experts qui vous interprètent cette prise de sang, qui vous examinent, qui vous parlent, qui font de la médecine et qui vous proposent des conseils individualisés, personnalisés. Voilà, la médecine doit rester de la haute couture, c'est vraiment ça qu'on entend. C'est un art. C'est un art. La médecine, c'est la rencontre entre la science et l'art. Le rôle du médecin, c'est de prendre toutes les évidences, toute la science et de l'appliquer à un individu. C'est ça l'evidence-based medicine au sens de Pierre Louis, qui est l'inventeur de l'evidence-based medicine, qui est français, ça j'en suis sûr. Oui, c'est très bien. Merci infiniment, très belle conclusion en tout cas d'avoir rappelé cet art du médecin et de la médecine. Alaïdine Benami pour cet échange. On sent bien qu'on pourrait tirer des fils et en parler pendant des heures. Et puis voilà, on n'a pas reparlé des zones bleues, mais on en avait parlé avec le docteur aussi Frédéric Salman. Il y aurait tellement de choses à dire. On avait dit qu'on le reparlerait de la médecine traditionnelle chinoise et de l'Ayurveda, mais si ça vous intéresse, on a fait aussi des épisodes sur le sujet. Merci en tout cas infiniment pour cet échange. Je rappelle que vous travaillez pour cette start-up Zoï, que vous contribuez à faire émerger une médecine plus humaine et personnalisée, ça on l'a bien compris, qui cherche pas seulement à faire vivre plus longtemps, mais à faire vivre mieux, en fait, évidemment sur la durée. Je rappelle que pour ne rien louper aussi des actualités de Métamorphose, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site métamorphosepodcast.com et puis à très bientôt et dites-nous en commentaire comment vous vivez mieux au quotidien. On adore vous lire, donc n'hésitez pas sur notre chaîne YouTube ou sur le compte Instagram de Métamorphose. Merci encore. Merci à vous.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.